Je suis content de venir parler devant vous d'un sujet qui fâche. Et j'ai tendance à dire, quand je commence mes présentations, si vous voulez flinguer votre Noël, au milieu du repas, vous dites d'Ivoire à votre oncle, par exemple. Tu penses quoi d'écriture inclusive, toi? Juste avant, bien sûr, vous lui avez demandé ce qu'il pensait des vaccins. Donc ça, vous avez un super Noël. Bon, alors il y a beaucoup de malentendus par rapport à l'écriture inclusive, au langage inclusif. Et donc aujourd'hui, je vais répondre aux questions qu'on entend souvent, les 5 questions. C'est vrai, il y en a une 6e que j'ai rajoutée, que j'appelle la question 0. Donc il n'y a quand même que 5 questions finalement à la fin. Et c'est important d'aller au travers de ces questions. Je vais essayer d'aller de manière synthétique un petit peu par rapport à ça, et on va laisser la discussion. Alors il y aura beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir aborder, et je vais le dire parfois, ça, comme ça on peut le garder pour vos questions si vous avez envie. Première chose, c'est pourquoi parle-t-on de cette question? Et ça, c'est important en fait de replacer finalement notre travail dans un contexte social. Et puis ce contexte social, il est important. J'avais tendance un peu à laisser ça de côté. Et puis finalement, on doit quand même vraiment parler de ça. Alors, je vais d'abord vous montrer ma diapo vintage. C'est la diapo, j'étais vraiment très fier de moi. Alors, je vais vous montrer ma diapo où j'étais très fier de moi. J'avais l'impression d'être très progressiste, en fait. Et je présentais le genre, je définissais le genre comme ça, puis j'étais assez fier, quand même. Je me disais, ah, regardez, je suis bien avancé là-dessus. Puis en fait, cette diapo, elle est intéressante parce qu'évidemment, elle nous permet de parler de continuum, etc., mais c'est bien plus compliqué que ça. Le genre est bien plus compliqué que ça. Et si je prends ici une diapo qui vient de Caroline Dayer, on peut voir ici que le genre va se décliner dans différentes dimensions. Par exemple, une dimension sociale, où on parle d'identité de genre, d'expression, de rôle de genre, vraiment des constructions ici sociales assez fortes. Et je vais dire une chose, parfois je dis ça et les gens se lèvent, il y a des gens qui se lèvent et qui partent. Voilà. Ça, vous êtes prévenus. C'est tout le monde ici, tout le monde a une expression de genre, des expressions de genre, une expression qui est fluide. C'est là que les gens partent, non, pas moi. Si vous chantez dans la douche, vous êtes dans une séance, vous parlez avec vos amis, vous avez bu, en fait, votre expression du genre, votre manière de performer le genre va changer, ça c'est sûr. Alors évidemment, on confond parfois cette partie-là avec la sexualité, l'attraction ou l'orientation affective ou sexuelle, et parfois, bien sûr, à ce niveau de sexuation, c'est-à-dire un peu la biologie, qui est la biologie par rapport aux hormones, et suivant ce qu'on prend comme idée de la biologie, bah là aussi, c'est pas du tout binaire, c'est vraiment aussi un continuum, et ça, c'est intéressant. Alors, on ne va pas répondre à cette question, on ne va pas discuter de ça aujourd'hui. Ce qui est important par rapport au langage, c'est de se poser la question, est-ce que la langue française, parce qu'on va parler de la langue française surtout, mais d'autres langues aussi, est-ce que la langue a les outils nécessaires pour exprimer ça? Alors la réponse est simple. Non. Voilà. Ok, ça c'est fait, mais ma présentation elle va rester quand même dans la binarité, même si j'ouvre volontiers la discussion sur d'autres, sur la non-binarité, aussi parce qu'à Fribourg, on a enfin commencé un grand projet européen là-dessus, et du coup, on n'a pas encore beaucoup de données, mais je peux sans autre vous en parler si vous avez envie. L'autre élément maintenant, c'est l'élément que j'appelais l'élément coup de poing. C'est l'élément, je terminais mes présentations par ça, et c'était l'élément vraiment, vous m'entendez, je le dis comme ça, puis ça fait comme ça, puis vous êtes là, oh, vertige, Pascal Guiguel, c'est incroyable, il a changé ma vie. Non. Mais disons que maintenant, j'attends pas la fin des présentations, parce que je me dis, on va arrêter ce suspense, on va le dire dès le début, comme ça, voilà, c'est bon, c'est réglé, et on va tout de suite en parler. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'on vit dans une société androcentrée. On vit dans une société qui a été construite par des hommes pour des hommes. Donc quand je dis homme, c'est la catégorie de genre ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout tourne autour des hommes. Alors, on peut réfléchir à partir de quel moment, si on discute, si vous lisez Sapiens, Harari nous dit, il y a 26 siècles, révolution agricole, c'est là que les rapports de domination apparaissent, etc. Il y a des fluctuations, bien sûr, il y a des moments d'histoire où il y a des rapports de domination qui sont moins importants, etc. Bon. Mais ce qui est important, c'est que vraiment toutes les sphères de la société, à l'heure actuelle, ont été vraiment placées autour des hommes. Je vous montre quelques exemples qui m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est les habits. Les habits, c'est intéressant parce que si vous réfléchissez à un habit neutre, alors un t-shirt, des jeans, si vous êtes de région jurassienne, des savates, sinon des baskets, mais vous voyez, c'est pas du tout l'habit neutre. Il n'est pas neutre. C'est l'habit masculin qui a été simplement érigé comme la valeur neutre, en fait.
Et ça, on le voit dans d'autres éléments. Ici, regardez cette place de jeu ici. Cette place de jeu, elle a été construite pour des garçons. Pourquoi je dis qu'elle a été construite pour des garçons? Parce que le sport a longtemps été réservé pour les garçons. Les filles en Suisse, à l'école, ont droit commencent à faire du sport dans les années 70-80, mais avant, c'était pas permis en fait. Les Jeux Olympiques, si vous regardez Coubertin, on aime beaucoup Coubertin, hein, il revient, j'aime bien imiter Coubertin, mais il n'était absolument pas comme ça. Mais il arrive comme ça au début du XXe, puis il fait allez, on va remettre les Jeux Olympiques, yeah, c'est parti, comme les Grecs, mais pas pour les femmes. Non, alors pas pour les femmes elles ont leur place à la maison. C'est pas une théorie du complot, hein. Vous allez à Lausanne au Musée Olympique, vous retrouvez cette info, hein, donc dans l'expo. Alors il faut la chercher un peu, mais vous la retrouvez quand même. Alors Coubertin aussi, il ne voulait pas que les Juifs participent aux Jeux Olympiques, mais ça c'est un autre problème. Bon, mais tout ça pour dire que c'est un peu resté. Et à l'école, on le voit encore dans nos données, on voit que les garçons apprennent très vite à prendre la place. Les garçons apprennent à prendre la place et on leur donne la place. Un exemple tout simple, vous avez une classe de 17 filles, 3 garçons. Bien, souvent, ce que les enseignants et enseignants vont faire, c'est dire ah, ben, il y a 3 garçons, il y a 17 filles, on va donner 50-50. D'accord? Mais ce n'est pas juste ça. Il faudrait donner un 20e de place à chaque enfant qui est dans cette classe, quoi. Mais si vous aviez 17 garçons et 3 filles, ben, ce ne serait pas 50-50, la parole qui est donnée. Et ce qui est important ici, cet apprentissage-là, il a un effet à l'âge adulte. C'est un objet d'étude que je vous donne ici. Dans les séances de travail, les hommes prennent plus de place, parlent plus, vont plus interrompre, d'accord, et vont parler de manière plus assertive. Donc, ils vont dire les choses comme si c'était des faits, en fait. Et comme si, à la fin, je dis, est-ce que quelqu'un a une question? Et puis, bah, un homme lève la main, puis dit, j'ai une remarque. Je n'ai pas dit, est-ce que quelqu'un a une remarque? Quelqu'un a une question. Pas la même chose, d'accord? Et ça, la littérature n'était pas très claire jusque dans les années 2007-2008. Et en 2007, il y a un article qui paraît, qui peut vous intéresser peut-être, qui montre que ces biais comme ça, cette manière de parler et d'occuper la place, c'est plus important dans les groupes qui ne se connaissent pas. Quand les groupes commencent à se connaître, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses qui se mettent en place, de dynamique, etc., etc. Bon, je m'arrête là, sur cette partie-là, parce qu'en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi je dis ça? Alors, je finis quand même avec un lien avec le langage, surtout par rapport à la symbolique. Il y a des symboliques qui sont quand même assez drôles. Si vous regardez ce panneau interdiction de, enfin, faites attention en traversant, je me suis toujours dit, mais si vous n'identifiez pas à ce personnage qui ressemble quand même symboliquement être un homme, donc si vous identifiez à cette catégorie, faites attention en traversant, sinon, allez-y, quoi. C'est égal, il n'y a pas besoin. Et récemment, j'ai vu 2 panneaux qui m'ont fait rire, enfin sourire. Le premier, c'est celui-ci, quelqu'un a rajouté, interdit aux gentlemen. Et le deuxième, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est une symbolique qui c'est intéressant. J'étais à Bruxelles et j'ai vu ce panneau ici. Je me suis dit, mais c'est drôle cette symbolique. Mais alors pourquoi on change maintenant cette symbolique si c'est vraiment une symbolique? Bon, je m'arrête ici. J'ai toujours pas très bien compris ici ce panneau, mais c'est pas grave. Maintenant, pourquoi on en parle? Parce qu'évidemment, l'androcentrisme, le langage n'a pas échappé à l'androcentrisme. Alors, il n'a pas échappé dans nos pratiques langagières. Par exemple, l'ordre de mention, quand vous parlez de femmes et d'hommes, vous parlez rarement d'hommes et de femmes, vous parlez rarement de femmes et d'hommes, mari et femme, etc., etc. Donc, il y a des pratiques langagières comme ça qui non seulement ont évolué au travers de cet androcentrisme, mais en plus vont le nourrir. Et la même chose pour la structure grammaticale de la langue. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est la structure grammaticale de la langue, parce qu'on n'a pas le temps de voir d'autres pratiques, mais si vous avez des questions, on pourra revenir sur d'autres pratiques langagières qui vont également nourrir cet androcentrisme. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé mes questions. Donc la première question, c'est l'écriture inclusive, c'est quoi? Et ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème, et pour répondre à cette question, pour aller plus simplement, on va regarder d'où vient cette expression. D'où vient l'expression écriture inclusive ou langage inclusif. La première fois qu'on retrouve cette expression, c'est dans les années 1960-1970. Et vous allez probablement vous dire, ah ben je ne m'attendais pas à ça, c'est la théologie protestante qui arrive la première fois avec cette expression. On retrouve une discussion dans les années 70 pour les pasteurs de dire, on va essayer d'avoir maintenant des discours beaucoup plus inclusifs. On retrouve un premier livre ici, un Inclusive Language Lectionary, qui est pour les pasteurs, pour que pendant
pendant leur pratique professionnelle, les pasteurs vont utiliser des formes plus inclusives. Alors, par exemple, le Fils de Dieu, on demande au pasteur de réfléchir à utiliser d'autres formes de langage inclusif, comme l'enfant de Dieu. Donc, au lieu de parler du Fils de Dieu, on va parler de l'enfant de Dieu. Évidemment, à cette même époque, revient la question, qui revient tout le temps et tout le temps, est-ce que Dieu est un homme, est-ce que Dieu n'est pas un homme, etc., etc. Donc, on retrouve d'autres livres qui vont commencer à parler de ces aspects-là. On aura d'abord des livres qu'on retrouve dans plutôt des tendances nord-américaines, et puis ensuite des tendances qui vont également être discutées ici en Europe. Donc, je vous rassure, dans ces livres, on ne parle pas du point médian. Donc, alors pourquoi je le dis ici? Parce que l'écriture inclusive, le terme est peut-être un peu mal choisi, mais de fait, ce qui est important de dire, c'est que ça englobe toutes les pratiques, mais vraiment toutes les pratiques linguistiques, alors, qui vont simplement sortir de l'utilisation du masculin comme valeur par défaut. C'est tout. D'accord? Donc, c'est vraiment énorme, l'écriture inclusive. On va discuter d'autres formes. Quelles sont les formes qui existent par rapport à l'écriture inclusive? Mais ça, c'est important de bien le voir. Donc, ça naît à cette période, et puis ça s'ouvre à beaucoup de pratiques. Alors, bien sûr, ce qui va se poser, c'est qu'on va sortir du masculin. Alors, pourquoi ce masculin pose autant de problèmes, en fait, ou pas, hein, ça dépend peut-être que vous pensez que le masculin ne pose pas de problème, c'est tout à fait possible, mais pourquoi, pour certaines personnes, ce masculin pose-t-il problème déjà à cette époque? Alors, en fait, ce qui est intéressant ici de dire, je vais vous donner pourquoi en psychologie, on est fasciné par ce masculin. Je vais utiliser une phrase ici, simplement pour illustrer cette fascination. C'est un professeur doit toujours respecter ses collaborateurs. Voilà, j'essaie de changer cette phrase à chaque présentation. Ici, c'est vraiment fascinant. Alors, évidemment, le contenu est fascinant, il faut que les professeurs fassent attention à leurs collaborateurs. Maintenant, pourquoi pour des psychologues, c'est fascinant? Alors, pour des psychologues du langage comme moi, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il y a un professeur et il y a ses collaborateurs. Maintenant, il y a une forme grammaticale masculine que vous connaissez. Bien sûr, vous la connaissez. Alors, pourquoi elle est fascinante? Parce qu'elle est ambiguë. Elle est ambiguë, ce qui veut dire que, alors la psychologie adore l'ambiguïté, même par rapport au sens des mots. Alors, en Angleterre, il y a eu énormément de recherches sur l'ambiguïté des mots. La question qui se pose, c'est, quand il y a un mot ambigu, quel est le sens qu'on va activer? OK. Alors, en anglais, il y a à peu près 20 termes il n'y en a pas plus, il n'y en a pas beaucoup en fait, où il y a deux sens qui sont autant fréquents dans le langage. Ça, c'est intéressant, comme bank par exemple. Et on peut se poser la question, comment notre cerveau va gérer cette ambiguïté? Revenons maintenant au masculin. Pourquoi il est ambigu? Parce qu'il y a d'abord une interprétation, un sens spécifique. Donc le sens spécifique, ça veut dire ici, un professeur, c'est un homme, les collaborateurs sont tous des hommes. Cette interprétation est tout à fait possible. Il n'y a rien dans cette phrase qui me dit que ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une autre interprétation possible, maintenant, qu'on va appeler le sens générique. Maintenant, pour être formel en linguistique, on dira que c'est même un autre masculin. C'est qu'il y a un masculin marqué, donc c'est le sens spécifique, et un masculin non marqué. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, vraiment. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai un collègue en Finlande qui m'a dit, mais Pascal, je ne comprends pas très bien, là. Tu peux juste me dire quelle est la différence entre le masculin marqué et le masculin non marqué, que je puisse reconnaître dans les textes? Je disais, ouais, écoute, c'est un peu compliqué en fait. C'est que c'est le même, mais il est différent. Mais il est différent comment? Bon, j'arrête parce qu'on ne va pas y arriver en fait. C'est le masculin, point. D'accord? Maintenant, ce qui est possible en termes psychologiques, c'est qu'il y a ces interprétations multiples. Bon, on va parler maintenant du sens générique, de l'interprétation générique qui est elle-même ambiguë. Pourquoi? Parce que l'interprétation générique, elle peut être neutre, sens neutre, ou un sens mixte. Alors le sens neutre, c'est intéressant parce que linguistiquement, ça veut dire sans rien. C'est comme si vous avez lu la phrase un collaborateur, un professeur, les collaborateurs, et vous avez absolument activé rien du tout. OK. Un professeur, vous n'avez rien activé. Parce que à chaque fois, je dis, mais pour des psychologues, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que votre cerveau, il laisse jamais rien vide, il n'aime pas le vide. Donc la nature n'aime pas le vide. Si vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Donc, je ne sais pas, moi, Pirmin Subrigen en train de pleurer, je ne sais pas. Pardon, j'aime beaucoup Pirmin Subrigen. Bon, ça c'est autre chose. Mais de fait, ce qui est intéressant, c'est que
on va prendre le sens neutre, on va plutôt pas prendre ce sens sans rien, mais on va se questionner sur ça veut dire quoi psychologiquement neutre. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez réfléchir. Vous allez vous imaginer une personne neutre. C'est intéressant ça. C'est quoi une personne neutre? C'est une personne androgyne, euh, c'est une personne qui partage des caractéristiques féminines et masculines, stéréotypées, ou c'est une personne agenrée? C'est une personne qui n'a ni de caractéristiques féminines ni de caractéristiques masculines, par exemple. En fait, ce soir, ce que vous faites, après l'apéro, quand vous allez boire un verre, vous prenez un bout de papier, puis vous dessinez une personne neutre, puis vous la montrez à la personne à côté de vous, si vous savez un peu dessiner. Puis vous dites, vous lui demandez quel est le genre de cette personne. Si la personne ne vous répond pas à ce que je vais vous dire maintenant, vous m'envoyez un mail. Ça fait 10 ans que je dis ça. J'ai encore pas reçu un mail. La personne va me dire c'est un homme. Et c'est intéressant en fait, parce que ça pose une question. Alors c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup nous à Fribourg, sur que veut dire la neutralité en termes de représentation, que veut dire la non-binarité. Comment c'est possible qu'une personne puisse transcender la binarité dans sa représentation mentale, etc. Mais bon, tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est que c'est une question difficile en fait. C'est une question complexe. Bon, on arrête sur le neutre, on part au sens mixte. Le sens mixte, il est ambigu. Parce que mixte, c'est quoi? Ça peut vouloir dire un homme, 50 femmes, une femme, 50 hommes, un homme, une femme, ou bien moitié-moitié, troisième, moitié-moitié, ou quatrième, une femme, un homme et 50 personnes non binaires. Toutes ces interprétations sont possibles. OK. Maintenant, on peut en discuter, c'est-à-dire, imaginons, on se met autour d'une table, comme on pourrait faire une théorie sur la langue, donc comme les linguistes vont faire, aiment bien faire aussi, c'est on prend ça, on prend la phrase, et on va disserter sur cette phrase. Ok, ça c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, on se dit, ah non, non, mais là, ça c'est clairement un sens mixte, c'est clairement... Mais en fait, vous n'avez pas le temps pour m'entendre, pour m'écouter comme ça, ou quand vous lisez, vous avez entre 200 et 800 millisecondes, votre cerveau entre 200 et 800 millisecondes pour décider de quel sens il s'agit. Mais c'est normal, vous n'allez pas chaque fois revenir. Donc, vous attribuez un sens, le faites de manière assez élaborée, puis ensuite vous continuez la lecture, etc. Et le langage, c'est génial. Alors, bien sûr, je le dis parce que j'aime bien travailler là-dessus, ça me passionne. Mais le langage, c'est quand même assez impressionnant. La vitesse à laquelle vous arrivez à m'écouter alors que je ne fais pas de pause entre les mots. Vous arrivez à distinguer les mots alors que je ne fais pas de pause entre les mots. C'est juste génial. Vous êtes des machines incroyables, quoi. Mais vous voyez, c'est incroyable, mais par contre, il faut partir du principe que le cerveau est obligé d'aller vite. Il est obligé d'aller vite. Pour des psychologues sociaux, il est paresseux. Donc, il va aller au plus court. Pour des psychologues cognitifs comme moi, le cerveau est limité dans ses ressources. Donc, du coup, il va prendre le moins de ressources possible quand il n'en a pas besoin. Donc, on va se poser la question, ben, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à un masculin? Et je vais vous montrer maintenant une étude de ma collègue Julia Mizerski, mais avant, juste par rapport à l'apprentissage. J'aimerais quand même dire l'apprentissage du masculin, des sens ou du genre grammatical, il suit une certaine séquence. Cette séquence, elle est assez intéressante parce qu'au départ, avant l'école, les enfants apprennent le sens spécifique du genre grammatical en premier. On parle des êtres humains ici. Hein. Le sens des objets et tout ça, c'est autre chose. Alors, nous, on ne travaille pas là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que si vous demandez, vous pouvez essayer, vous demandez à un enfant, je ne sais pas, de 3-4 ans, ou un enfant peut-être après, vous lui demandez 4-5 ans, vous lui demandez de donner des prénoms aux objets, bah, l'enfant va donner des prénoms en fonction du genre grammatical. Mais bon, ça, c'est autre chose. On ne va pas parler des objets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de chaises à qui on n'a pas voulu un travail de taille. Donc, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est que les enfants apprennent le genre grammatical tôt. Pourquoi? Parce que nous leur parlons en utilisant le genre grammatical. À une fille, je vais dire, dis donc, toi, t'es courageuse. À un garçon, je lui dirais, dis donc, toi, t'es courageux. Donc, les enfants apprennent déjà ce sens spécifique avant de rentrer à l'école, évidemment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'école, on apprend vraiment dans une séquence où on entraîne d'abord à l'école le sens spécifique. C'est seulement plus tard qu'on apprend, c'est vers 5-6 ans, qu'on apprend formellement, hein, puisqu'on l'apprend aussi informellement, mais formellement, le sens générique au travers du mixte. On commence par le mixte. Et on l'apprend, bien sûr, sur cette règle que tout le monde connaît, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, ça, c'est important de le dire, en fait. Parce que si vous réfléchissez juste un peu, vous prenez un peu de recul, pour des psychologues, vous dites, bah, pendant un moment, on apprend quelque chose aux enfants, puis après, on leur dit, ouais, écoute,
bon, je caricature un peu, mais j'aime tellement, je trouve ça tellement intéressant. Écoute, voyons, avant on disait que le masculin c'était pour les garçons et les hommes, le féminin pour les filles. Mais, ouais, écoute, s'il y a un groupe de filles ou de femmes, et puis il y a un garçon ou un homme, bim, il y a tout qui change, quoi. Dans les années 50, on disait, et s'il y a un chien aussi, hein, il y a tout qui change au masculin. Donc, c'est intéressant de voir ça. Comment les enfants vont gérer ça et comment nous, on le gère à l'âge adulte. Alors, je termine juste par une représentation de cette règle que j'aime beaucoup parce qu'elle vient des années 50-60. Dans les livres des années 70, c'était aussi un peu la même chose. Mais vous voyez, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas une règle arbitraire, c'est une règle qu'on apprend concrètement ici. Hein. On voit, alors vous avez ici ce qui représente un peu de manière stéréotypée, symbolique, des filles. Il y en a une, elle est tellement nulle, elle est tombée. Et puis là, je ne sais jamais, mais on dirait comme un petit garçon qui l'a aidé, comme ça, c'est sympa. Puis après, vous avez ce gars-là qui est musclé dans ses muscles comme ça. Et puis, évidemment, il y a mon chien ici. Ce chien a été même discuté en philo. C'est assez intéressant, en fait, symboliquement. Bon, je m'arrête là. Je vais vous montrer une étude. Et je vais un peu utiliser cette étude pour vous parler de toutes les études qui ont été faites là-dessus. Alors, l'étude que je vais utiliser, c'est celle de Julia Mizerski. Alors, pourquoi l'étude de Julia Mizerski, je l'aime bien? Parce qu'elle, elle va s'intéresser maintenant à l'activité électrique du cerveau quand vous êtes en train de lire. Alors, pourquoi l'activité électrique du cerveau, c'est intéressant? Alors, on va faire un exercice. Je vais créer un pic d'activité électrique dans votre cerveau. J'adore dire ça, c'est vraiment le psychologue qui dit « Vous allez avoir un peu mal, mais ça ira. » Non, vous n'aurez pas mal, vous n'allez pas le sentir. Attention, je mets du beurre sur ma tartine avec ma chaussette. Ok, au moment où j'ai des chaussettes, votre cerveau, ça fait comme ça. Alors, vous ne l'avez pas senti, mais votre cerveau, il fait vraiment charbonne comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, ça ne marche pas. Et elle va s'intéresser à ça. Et elle, ce qu'elle va présenter, c'est des phrases comme ceci. Alors, elle le fait en allemand ici. Die Studenten gingen zur Mensa, weil manche der Frauen Hunger hatten. Alors, si vous savez l'allemand comme moi, je vais vous éviter d'aller sur DeepL. Je vais vous mettre tout de suite la traduction. Alors, les étudiants sont allés à la Mensa. Alors, nous, en français, on a un accord qu'il n'y a pas en allemand. Parce que certaines des femmes avaient faim. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va regarder ici, au moment où vous lisez femme, ce qui se passe dans le cerveau. Et puis elle va comparer à cette phrase ici, Die Studentinnen féminin, gingen zur Mensa, weil manche der Männer Hunger hatten. Donc les étudiantes sont allées à la Mensa parce que certains des hommes avaient faim. Quand vous avez cette phrase ici, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible parce que le féminin, il est exclusif. Il ne peut pas ici. Donc là, vous avez le beurre sur ma tartine avec la chaussette. Hein. Donc elle, après, elle va voir ce qui se passe avec cette phrase-là. Alors, c'est assez simple. Plus c'est rouge à quoi. D'accord. Alors, je vais vous montrer ici les premiers résultats. C'est entre 300 et 500 millisecondes. C'est très, très rapide, hein, vraiment. Entre 300 et 500 millisecondes, il y a un effet en haut pour le féminin avec homme et il n'y a pas cet effet pour masculin avec femme. Alors, probablement, parce que, alors pour les linguistes qui sont là, il y a probablement un effet morphosyntaxique qui est beaucoup plus important pour le féminin, mais pas pour le masculin. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que votre système, votre cerveau, il est tout le temps en train de réévaluer. Donc la réévaluation, la prochaine réévaluation, c'est ce qu'on appelle des réévaluations de haut niveau maintenant, de plus haut niveau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la réévaluation ici, c'est le même signal. C'est le même signal. Les deux cas sont traités par le cerveau comme deux aberrations. C'est une aberration grammaticale. Donc c'est comme si que ce soit féminin homme ou masculin femme, c'est incompatible avec la manière dont fonctionne le cerveau. Le cerveau va considérer les deux comme des erreurs grammaticales. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, cette étude a été basée sur une étude qu'on avait faite en 2008, une étude qui a eu, mais vraiment, une centaine de réplications avec des changements de paradigme, des changements de matériel, des changements d'instruction, des changements il y a vraiment tellement de choses qui ont changé. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a il n'y a vraiment aucune controverse sur cet effet. Alors moi, je travaille sur d'autres effets. Je travaille sur la compréhension des connecteurs aussi, par exemple. Puis là, il y a un peu de discussion, il y a de la controverse dans les données, on ne sait pas, on explique, etc. Sur cet effet-là, il n'y a aucune controverse. Quel que soit le paradigme que vous utilisez, c'est plus difficile d'associer un masculin à femme. Et ça, c'est important de le dire ici. Hein.
C'est important. Par contre, c'est vrai que sur la compréhension des connecteurs, je ne reçois pas d'insultes. Mais là, par contre, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de controverse. Par contre, là, il y a pas un peu plus d'insultes. Mais bon, ça, c'est autre chose. On pourra en discuter après. OK. Donc, on part de ce principe. Il existe maintenant, dans la littérature, je vous ai préparé un petit site après. Si jamais je vous ai préparé un site avec ma présentation et puis une bibliographie qui existe, qui est en open access sur Internet, qui est en libre accès, et qui répertorie à peu près 500 articles scientifiques sur ce sujet. D'accord? Sur cette manip, il y en a, alors là j'ai regardé récemment sur Google Scholar, il y a 313 papiers, sur Web of Knowledge, il y en a 150, quelque chose comme ça, mais c'est assez impressionnant. D'accord? Bon, je m'arrête là ici là-dessus, parce que bien sûr, la prochaine question, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce masculin et qu'apporte l'écriture inclusive? Alors, l'écriture inclusive, pratiquement toutes les études sur l'écriture inclusive vont faire une comparaison. C'est toujours une comparaison. La comparaison, c'est si on utilise le masculin versus si on utilise autre chose. Que ce soit des épicènes, des doublets, musiciennes, musiciens, des épicènes, une personne, que ce soit une reformulation, que ce soit la forme passive, etc., etc. Chaque fois, il y a la comparaison masculin versus autre chose. Ça, c'est important. Nous, à Fribourg, on a surtout travaillé sur les doublets musiciennes et musiciens en mettant le féminin en premier. La raison pour laquelle on met le féminin en premier, là aussi, il y a pas mal de... Il commence à y avoir beaucoup d'études là-dessus, sur le fait que ça augmente la visibilité des femmes si on met le féminin en premier. Alors, cette visibilité, c'est probablement le premier aspect qui est important, c'est la visibilité. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit mais pourquoi, ça sert à quoi d'utiliser ces formes, ben, c'est juste une question de visibilité. Maintenant, il y a un linguiste qui a écrit un papier dans le Figaro, ce périodique très connu. Figaro, c'est un journal un peu réac quand même. Mais le titre était l'écriture inclusive ne va pas empêcher un connard de battre sa femme. Okay. Et nous, on a répondu simplement en disant les salaires égaux non plus. Franchement, donc, en fait, si vous voulez réfléchir à ce que va faire l'écriture inclusive, ça, c'est la première chose, c'est la visibilité. Maintenant, ce que la visibilité va, elle, faire, ça, c'est une autre question. C'est une question biblique aussi. Qu'est-ce que ça fait chez les enfants? Qu'est-ce que ça fait chez les adultes? C'est une autre question. Mais en premier lieu, c'est la visibilité. Alors, il y a pas mal d'études, il y a des études récentes maintenant là-dessus, sur le fait que ça augmente la proportion perçue de femmes, par exemple, si vous utilisez des mécaniciennes et des mécaniciens, par rapport à l'utilisation unique du masculin. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut, mais c'est juste ça qui est important. Maintenant, quand on utilise les formes épicènes, ça fait un peu la même chose. Il y a une question qui se pose par rapport à ça, et nous, on est en train de voir. C'est si vous utilisez une personne, par exemple, des individus, des vedettes, etc., qui sont des formes épicènes, est-ce que ça augmente la perception d'autres catégories de genre ou ça diminue la survisibilité des hommes? Ça, c'est une vraie question. Hein. Donc, on peut discuter sur la survisibilité des hommes ou sur l'invisibilité des femmes. Et ce n'est pas forcément symétrique. Nous, ce qu'on a, on a des données qu'on vient d'avoir maintenant, ce n'est pas forcément symétrique. Parfois, ça dépend quelle forme on utilise, ça peut faire baisser un petit peu cette survisibilité, ou ça peut faire baisser et puis augmenter, ou ça peut faire augmenter la visibilité des femmes sans changer la visibilité des hommes. Donc voilà, il y a différentes formes et ça dépend un petit peu des contextes. L'autre élément qui est intéressant, c'est l'élément pour nous qui est important, c'est chez les enfants. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants dans la perception des métiers? Donc, nous, on a des questions, par exemple, on teste des enfants de 2 à 18 ans. Alors, à 2 ans, c'est des paradigmes oraux. Par exemple, on dit aux enfants, regarde les mécaniciens, et puis bien, regarde les mécaniciennes et les mécaniciens, puis on regarde simplement par mouvement oculaire où l'enfant va regarder. Ça peut être intéressant. Mais après, on demande aussi, typiquement, une des études avec Dries Verweken, on demande à des jeunes entre 14 et 17 ans dans l'étude, à ton avis, qui a le plus de chances de réussir dans ces métiers? Et là, quand on met une forme de doublet, mécanicien, le pourcentage de femmes perçues comme pouvant réussir augmente, mais il y a aussi des stéréotypes, hein, ça n'enlève pas le stéréotype. Il y a toujours ces deux effets, en fait. Chez les enfants, surtout chez les jeunes, chez les ados, c'est des effets qui existent. Alors, on peut aussi demander aux enfants, est-ce que tu aimerais faire ce métier? Est-ce que tu as un intérêt? Ou bien, alors nous, on a une étude maintenant là-dessus, est-ce que
quand tu seras grand ou quand tu seras grande, est-ce que tu penses que si tu fais ce métier, tu seras apprécié? Les gens autour de toi vont vraiment t'aimer, vont trouver que tu fais un super travail. D'accord? C'est ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance, anticipé bien sûr, chez les enfants. Et là, les données, elles sont assez intéressantes parce que les filles, on travaille sur chirurgien, chirurgienne, infirmière, infirmier. Et les filles dans notre échantillon, elles ont tendance à être autant intéressées par les deux métiers, d'accord? Mais avoir un sentiment d'appartenance plus bas pour celui de chirurgienne. OK. Les garçons, sans pas être tellement intéressés par infirmier, mais par contre, ils ont un sentiment d'appartenance anticipé qui est au sommet pour les deux. C'est-à-dire, les garçons se disent, de toute façon, moi, les deux, je peux réussir, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, mais je ne suis pas très intéressé par celui. Bon, pour diverses raisons sociales, évidemment, de valorisation du métier, à part taper sur une casserole de temps en temps, il faut qu'on améliore la valorisation de certains métiers. OK. Et dernièrement, alors ça, nous, on ne travaille pas là-dessus, mais sur des collègues qui travaillent là-dessus, sur des intérêts des femmes pour certaines formations. Là, ma collègue Etchel, je dis son nom, ça fait rien. Elle travaille sur des sortes de pubs qui disent pour des entrepreneuses, par exemple, entrepreneurs ou entrepreneuses. Puis elle demande après ce que ça vous dit, c'est des adultes là, hein, ce que ça vous dit de vous inscrire pour cette formation. Puis en fait, l'intérêt de s'inscrire, ou bien l'envie de s'inscrire baisse si seulement le masculin est utilisé par rapport au masculin et féminin. Ce qui est important pour vous de bien comprendre, c'est qu'on compare toujours les deux. Alors, il y a une méta-analyse qui va sortir, et la méta-analyse, alors je ne devrais pas vous la montrer, mais c'est pour ça que je vous la montre de loin, on ne voit pas très bien. Cette méta-analyse, elle a regardé cette différence masculin versus autre chose. C'est une transformation statistique pour essayer de comparer tous ces articles. La méta-analyse a pris une centaine de 115 ou 113 je sais plus, papiers. Et puis, bon, elle a pris surtout des papiers qui étaient en allemand ou dans d'autres langues, mais publiés en anglais. Donc, il manque une partie de la littérature. Mais je peux juste vous montrer. Si je vous montre le graphique, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une ligne au milieu. La ligne au milieu, c'est s'il n'y a pas d'effet. S'il n'y a pas d'effet, l'étude, elle sera là. S'il y a un effet, l'étude, il y aura un point qui est plutôt sur la droite. Si ça augmente la perception des femmes, si ça augmente la perception des hommes, c'est plutôt sur la gauche. Et regardez, c'est assez intéressant. On voit ici que ça, c'est la ligne du 0, donc pas d'effet. Puis là, on voit quand même, c'est impressionnant. Je ne sais pas si ça vous impressionne, mais ça m'impressionne parce que c'est tellement rare. C'est tellement rare dans le monde scientifique d'avoir autant de consensus, en fait, sur un effet. C'est assez dingue, en fait. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que la différence entre masculin et autre chose, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien documenté. OK. Question 4, avant-dernière question. Les textes écrits en écriture inclusive sont-ils lisibles? Alors là, on va faire un truc, on va diviser cette question en deux. Première question, c'est pour les personnes qui lisent relativement normalement. Moi, je lis plus ou moins normalement, mais je suis très très lent par contre. Mais voilà, des personnes qui n'ont pas de diagnostic de problème de lecture. Et on va voir maintenant par rapport à la dyslexie aussi, parce que la dyslexie a souvent été utilisée dans des argumentaires. Alors, moi, des argumentaires qui m'ont beaucoup réjoui. La première fois que quelqu'un m'a dit on ne peut pas écrire en écriture inclusive parce que ça pose un problème aux dyslexiques. Et moi, ma première réaction, c'était yes, enfin. Enfin, les politiques s'intéressent à la dyslexie. Vraiment, hein, c'est super, c'est super. Puis après, du coup, on se retrouve en laboratoire, on se retrouve l'équipe, là, au café, puis on se dit, tu sais, toi, s'il y a des données là-dessus? Je ne sais pas, en tout cas, les gens en parlent comme s'il y a des données, en tout cas. Hein. Puis on dit, on va regarder comme ça, et ben non, il n'y a pas de données. Bon. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, l'autre chose, c'est, évidemment, on va parler d'abord des outils de neutralisation. Les outils de neutralisation, c'est par exemple de dire une présentation avec des données et pas un présentateur à donner. Donc là, ça c'est une neutralisation. Ou bien, au lieu de dire un chercheur a donné une présentation, c'est une personne a donné une présentation. OK. Ça, c'est ou bien les Neuchâtelois ont voté, au lieu de dire Neuchâtel a voté. Ça, c'est de la neutralisation. Il y a d'autres formes de neutralisation. Ça, c'est une des formes. L'autre forme, on peut se dire les outils de reféminisation. Cette fois, c'est les outils où on nomme les femmes. Alors, on parle de doublet.
c'est-à-dire mécaniciennes et mécaniciens, comme ça se faisait jusqu'au XVIIe siècle. On retrouve ces doublets, français, on le retrouve plus tard, enfin on trouve ces doublets. Les doublets, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, ces doublets, on peut se poser la question. Et puis ensuite, la dernière forme, c'est les doublets abrégés. Donc vous avez un doublet, puis en fait, vous allez trouver une forme, vous avez l'abrégé. Comme on a l'habitude de le faire en français, par exemple, Monsieur Gigax me doit 300 francs. Puis vous êtes là, M.Gigax me doit 300 FR. Trait d'union. OK. Mais si vous lisez M.Gigax me doit 300 FR. Trait d'union, bah, votre première action, c'est pas de faire non, ça ne va pas marcher pour les dyslexiques. Non, pas du tout. Non. On a l'habitude, on sait le faire. Et d'ailleurs, M.Gigax, vous ne le lisez pas M.Gigax. Vous le lisez Monsieur Gigax. Bon, tout ça pour dire que voilà, c'est ça les doublets abrégés. C'est cette histoire-là. C'est un doublet, et puis on l'abrège. Les premiers qui ont demandé ça, c'est des gens du web ou des journalistes. Mais ça, c'est une autre question. Mais on va se poser la question là-dessus. Alors, pour les outils de neutralisation, pour les personnes qui lisent normalement, si vous lancez un projet, lancez-vous pas sur celui-ci, parce que franchement, est-ce qu'une personne est plus difficile à lire qu'un chercheur? Je ne pense pas, je pense que ça va être la même chose. Donc là, c'est bon, il n'y a rien par rapport à ça. Maintenant, dans les outils de reféminisation, donc ça existe, il y a de la recherche là-dessus. Quand je mets un vert, ça veut dire qu'il y a de la recherche là-dessus. Maintenant, pour les doublets, pourquoi les musiciennes et les musiciens poseraient plus de problèmes que les philosophes et les artistes? Vous voyez, les charpentiers et les boxeuses. Bah, pourquoi ça poserait plus de problèmes de lecture que les mécaniciennes et mécaniciens? Bah, probablement, il n'y a pas de raison. Et on voit dans la littérature qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Maintenant, pour les doublets abrégés, il n'y a pas beaucoup d'études. La dernière, c'est celle de Cyril Lienardi et ses collègues. Et il semble qu'il n'y ait pas énormément. Et là, lui, Cyril Lienardi a choisi de tester des points médians. D'accord? Maintenant, il y a un effet qui est vraiment super intéressant, c'est que c'est un effet de temps de lecture. Donc nous, on conceptualise la difficulté de lecture au temps de lecture. On peut regarder les mouvements oculaires aussi, c'est les mêmes résultats. Ce qui se passe, c'est que le temps de lecture n'est pas impacté par cette forme contractée. Par contre, quand on demande aux gens, est-ce que ça vous a gêné? Les gens nous disent, ouais, ça vous a gêné. En fait, c'est intéressant, c'est une donnée intéressante, ça. Donc, la mesure plus ou moins objective de mesurer le temps de lecture ne semble pas être impactée. Mais par contre, quand on compare étudiant.e à des formes comme collaborateur.ris, nous, on avait l'hypothèse que collaborateur.ris poserait peut-être plus de problèmes. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est étudiant.e qui semble poser plus de ralentissement. Alors, nous, notre hypothèse, alors il y a plusieurs hypothèses. Ça, c'est pas nous, c'est moi, mon hypothèse. Mais moi, j'ai une hypothèse de dire que le système voit étudiant.e et puis peut-être il va suffisamment vite pour se dire est-ce que c'est un féminin ou bien il y a quelque chose, c'est pas un féminin, c'est autre chose. Donc il fait une réévaluation qu'on n'a pas besoin pour collaborateur RIS, parce que là il y a suffisamment de différence avec collaborateur ou collaboratrice. Donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas énormément de ralentissement, mais il y a un petit effet ici entre les différentes formes. Maintenant, pour les personnes dyslexiques, alors, moi ça m'a beaucoup intéressé. Donc, on a écrit un article avec 2 logopédistes et HUG, avec une collègue à Fribourg. Et puis, en fait, première chose, c'est les outils de neutralisation, une personne, etc. Voilà. Maintenant, c'est en orange, parce qu'il n'y a pas de données là-dessus. Il y a une personne, je sais qu'il y a un laboratoire à Paris, il y a un autre aussi au Québec qui a commencé à travailler là-dessus, mais on peut partir du principe que probablement, il n'y aura pas beaucoup plus d'effets que la langue elle-même. OK. Pour les outils de reféminisation, moi, je dirais aussi, là, artistes et philosophes, il n'y aura pas plus d'effet. Mais il faut comparer à ça, bien sûr. Il faut comparer mécaniciens et mécaniciens à un doublet. Donc, si on compare à d'autres doublets qui existent, probablement, il n'y aura pas d'effet. Maintenant, pour les formes abrégées, c'est là que ça devient intéressant. Et je vous promets, nous, on a voulu se lancer là-dedans comme ça, vraiment. On teste, on voit le monde comme ça, nous, c'est que ça. Il y a un truc qui nous intéresse, on teste. Bon. Et là, on s'est dit, on teste. Mais en fait, on n'avait pas d'hypothèse. Puis on n'avait pas d'hypothèse parce que, en fait, si on réfléchit, un des symptômes, le symptôme peut-être principal de la dyslexie qu'on retrouve beaucoup, qui est très fréquent, c'est les troubles de conscience phonologique. Donc, on ne sait pas, les troubles de conscience phonologique. Juste pour vous dire ce que c'est un trouble de conscience phonologique, c'est le fait que quand vous avez 2 lettres,
qui se prononcent d'une certaine manière quand elles sont seules, vous les mettez ensemble, elles se prononcent différemment. Monsieur, oignon, oiseau, c'est l'enfer. D'accord? Alors, ce trouble-là, par exemple, on le retrouve plus en Angleterre. On le retrouve moins en Allemagne. Parce qu'en Angleterre, l'anglais est extrêmement opaque. C'est très difficile. O-U-G-H, tough, though. Leicester. Ça s'écrit Leicester quand même. Mais vous voyez, ça c'est difficile pour des personnes dyslexiques. Ça c'est vraiment difficile. Maintenant, pour ces personnes-là qui souffrent de ce trouble-là, étudiant.e, moi je pense que ça aura, c'est l'hypothèse qu'on émet, ça aura probablement pas beaucoup d'effet. Par contre, là je profite parce que les politiques qui crient au scandale pour les personnes dyslexiques, il y a quelque chose qui risque d'avoir un impact. C'est les réformes orthographiques. Parce que oignon, le i dans oignon, on peut l'enlever. On l'a enlevé dans Montaigne. Pourquoi on ne l'enlève pas dans oignon? C'est le même, hein, c'est le même i. Si quelqu'un vous dit, ce week-end je vais à la montagne, et vous lui dites, tu es la langue, là. Tu vas à la montagne. Ben non, oignon, ça va. Et à la limite, bon, ça c'est moi qui le dis, le géant aussi enlevé, hein, franchement. Et là, O-N-I-O-N. O-N-I-O-N, ça aiderait énormément ces personnes qui souffrent de troubles de conscience phonologique. Et comme par hasard, c'est un peu schizophrénique, mais c'est les mêmes personnes qui ne veulent pas du point médian, qui ne veulent pas des réformes orthographiques. Bon, ça doit être difficile à gérer mentalement. Mais bon, l'autre problème qui est récurrent, c'est le problème de conscience morphologique. Ça, c'est un problème de décomposition du mot. Donc, quand vous décomposez un mot, les chanteuses, vous devez décomposer chant, quelqu'un en train de chanter, euse, il y a sûrement une femme, s, ben, il y en a plusieurs. Ok, ça peut poser des problèmes dans certains types de dyslexie. Et là, nous, on émet l'hypothèse que pour des adultes, les formes contractées vont les aider. Ça va les aider. C'est une forme qui permet une décomposition du mot. Il permet cette décomposition. Ça pourrait les aider. Il y a des études qui montrent que des contractions, des décompositions, des découpages un peu artificiels vont peut-être les aider. Ok. Par contre, franchement, là, j'utilise une expression de ma fille, on ne va pas se mentir, c'est si un enfant ne maîtrise pas collaboratrice, il n'a pas maîtrisé que RIS, c'est le féminin. Si un enfant n'a pas encore maîtrisé, ou une personne allophone, par exemple, n'a pas maîtrisé encore ça, collaborateur.RIS, ça va être compliqué. Ce RIS, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce que c'est en fait. D'autant plus qu'il n'y a pas de règle encore de contraction. Donc, on voit des fois collaborateur RIS, puis des fois on va collaborateur RIS. Ce T, des fois, il est là, en fait, parce qu'il n'y a pas de règle. Donc, ce n'est pas très stable. Donc, on pourrait dire cette non-stabilité peut des fois poser aussi des problèmes, surtout pour des personnes qui n'ont pas encore maîtrisé le langage, le vocabulaire suffisamment pour comprendre que c'est une contraction de deux mots différents. Donc, ça, c'est vrai. Ça, il faut faire probablement attention à ça. OK. Dernière question. C'est une question qui arrive souvent. Si je parle de langue sans genre grammatical, suis-je moins sexiste? Alors c'est génial cette question, vraiment, c'est une question géniale parce qu'elle est souvent posée un petit peu pour embêter, c'est vraiment ça. Et j'attendais toujours les fins de présentation, puis je laissais à la discussion, puis il y avait toujours quelqu'un qui vient et qui dit ouais, ben Hongrie, je ne devrais pas le dire comme ça, pardon. Oui, en Hongrie, ben, il n'y a pas de genre grammatical, et puis ben, c'est pas beaucoup plus égalitaire. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que moi je ne savais même pas, c'est un objet d'étude en fait. Ça fait un moment, c'est vraiment un vrai objet d'étude. Alors moi je vais vous montrer comment on étudie cette question-là. Alors avant, il faut se poser la question comment on marque le genre. Le genre grammatical est une manière de marquer le genre. Mais il y a d'autres manières de marquer le genre. Il n'y a pas seulement le genre grammatical. Donc il y a des langues qui n'ont pas de genre grammatical, mais qui marquent le genre. Donc typiquement, si vous regardez en turc, par exemple, enfant, ça veut dire garçon. Puis si vous avez une fille, ce ne sera pas un enfant, ce sera une fille-enfant. Donc c'est un enfant et une fille-enfant. Donc en fait, on marque ici le féminin et le non marqué, bah, c'est le garçon. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà, vous voyez, c'est ça qui est intéressant ici. Donc on marque quand même le genre. En anglais, faites le test, vraiment, vous irez essayer. Vous mettez sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. J'ai entendu que Google est en train de prendre trop le dessus, mais vous allez mettre Football Association en anglais. Vous mettez Football Association, vous regardez ce qu'il y a.
qui vous dites, maintenant, moi, je voulais le football féminin. Alors, vous devez mettre Female Football Association. Donc, vous devez marquer ici le féminin, alors que le masculin est non marqué. Donc, vous voyez, vous avez d'autres female athlètes aussi. On remarque ces manières de marquer. Donc, ça, c'est le premier point. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de marque grammaticale de genre que vous ne marquez pas le genre. Donc, déjà là, il faut faire attention à la comparaison. Maintenant, il y a 3 manières de tester le lien en structure grammaticale d'une langue et puis le niveau de sexisme des personnes qui parlent cette langue. Première, c'est l'étude de Pruitt-Fredino en 2012, qui, elle fait une corrélation. Ça veut dire qu'elle corrèle la structure grammaticale d'une langue, elle prend, une somme de 50aine de langues, 45 langues, puis elle fait une corrélation entre la structure grammaticale, la force de la structure grammaticale en termes de genre, et elle va chercher l'égalité en allant prendre le Gender Gap Index. On peut discuter. Alors, sa manière de catégoriser les langues, on peut vraiment la discuter. On l'a discuté dans un autre article. Sa manière d'utiliser le Gender Gap Index, on peut aussi la discuter. Si vous connaissez le Gender Gap Index, vous allez regarder dans le détail. Vous voyez que la Suisse est super pour la santé, mais par contre, est dans les pays les plus éloignés possibles sur la politique, par exemple. Donc, après, vous faites une moyenne, puis elle a utilisé cette moyenne. Donc, elle est discutable. Mais elle, ce qu'elle montre, c'est qu'en essayant d'enlever tout le reste, tout ce qui est culturel, etc., elle montre une corrélation. Mais bien sûr, enlever tout le reste, c'est un peu compliqué. C'est vraiment un peu les psychologues qui essayent d'isoler ce qui n'est pas possible d'isoler. Mais ça fait rien. Donc ça, c'est une des manières de faire. L'autre manière, c'est des analyses de corpus, c'est des analyses de texte, en fait. Et là, il y a une équipe qui a récemment publié un article. Ce que l'équipe va faire, c'est très simple. Elle va chercher dans les textes les adjectifs qui accompagnent homme et les adjectifs qui accompagnent femme. Elle va ensuite faire une analyse de la valence de ces adjectifs. Est-ce que ces adjectifs sont positifs ou négatifs? OK? Donc c'est tout. Elle va regarder un immense corpus et faire ça. Elle va prendre 45 langues et va regarder en fonction de la structure grammaticale de la langue. Et ce que l'étude montre, c'est que si on prend les 2 groupes de langues avec structure grammaticale de genre et sans structure grammaticale de genre, selon leur manière de catégoriser, les associations femmes adjectifs sont plus négatives pour les langues qui ont une structure grammaticale de genre et moins négatives pour les langues qui n'ont pas de structure grammaticale de genre. Après, le mécanisme, on ne sait pas ici. Mais voilà, ça c'est une manière. Et la dernière, alors nous ça nous intéresse plus parce que nous on travaille aussi comme ça, c'est Pérez et Tavitz, et d'autres ont fait ça, mais Pérez et Tavitz ont fait une étude assez intéressante parce que l'étude porte sur des personnes qui parlent une langue avec un genre grammatical et une langue sans genre grammatical dans le même contexte culturel en termes de genre. C'est des personnes qui parlent estonien, donc sans genre grammatical, et qui parlent russe. Et en fait, ce que l'étude va faire, c'est qu'elle va donner un questionnaire sur le conservatisme avec plusieurs objets. Un des objets, c'est l'égalité entre femmes et hommes. Okay? Alors, les personnes remplissent le questionnaire soit en estonien, soit en russe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour tous les objets hors égalité, ça ne change absolument rien. Mais pour les objets sur l'égalité, lorsque les personnes répondent en russe, elles ont des attitudes plus négatives envers l'égalité. Donc ça, c'est intéressant. Après, quel est le mécanisme? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Parce que c'est les mêmes personnes, donc elles ont quelque chose quand même en elles. Et peut-être, ce qui est possible, c'est que le genre grammatical a tendance à toujours activer le genre, donc peut-être à amplifier des processus mentaux qui sont déjà là. C'est possible. Mais voilà. Je m'arrête ici par rapport à ma présentation. Je m'ouvre maintenant aux questions. Avant, bien sûr, je dois remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et puis, bien sûr, parce qu'on arrive bientôt à Noël, c'est le moment de réfléchir au cadeau. Alors, le livre est là, si je voulais le feuilleter, donc je voulais aussi quand même en parler. Juste, ce qui est intéressant, je ne sais pas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant à faire, c'est que on a 15 petites expériences dans le livre. C'est des petites expériences qu'on a transformées du laboratoire pour que vous puissiez les tester. Mais moi, j'essaie de penser vraiment surtout pour l'apéro. Mais les gens me disent les faire en famille, par exemple, à Noël, typiquement, ou à l'école. J'ai vraiment du corps enseignant qui utilise, puis ça permet de rentrer dans la discussion de manière sereine.
C'est ça qui est important ici. Donc voilà, je vous ai préparé ici un site, soit vous, si vous voulez aller regarder, il y a ma présentation, il y a également des petites capsules vidéo qu'on a faites avec le PFL qui sont en libre accès, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les envoyer avant Noël, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et puis quelques autres ressources si ces recherches vous intéressent. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Merci, déjà. Moi, j'ai une question sur l'oral. L'administratif ici à l'UNI, on utilise les règles du langage qui sont participer, il faut les définir à l'époque, et puis ça marche hyper bien à l'écrit. Au point que maintenant, c'est vrai que si moi je lis un texte qui n'est pas épicène, vous parlez des étudiants, ça m'évoque l'inverse. Je me dis, mais tiens, dans cette filière, il n'y a pas de ça, mais je me rends compte que c'est juste pas épicène. Mais je me demande moins souvent à l'oral dans le cadre de mon travail, mais j'ai fait l'autre jour, je vais faire un compte rendu d'un rapport de à l'écrit, et je me suis entendu dire si une doctorante ou un doctorant a un problème avec sa directrice ou son directeur de thèse, elle, lui, peut s'adresser à une médiatrice ou un médiateur. En m'entendant dire ça, je me suis dit, mais ça me semblait laborieux. Donc, je n'ai pas testé auprès de l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me dis, mais en fait, à l'oral, on ne peut pas. On ne peut pas lire par chunks, enfin, de dérouler ça. Et je me suis demandé sur le plan pratique comment faire, parce que je me suis dit, dans ce genre de cas, ça n'irait pas trop de dire si une personne inscrite en doctorat a un problème avec la personne qui dirige sa thèse, s'adresser à une question, dans le sens où j'ai l'impression qu'après j'utiliserai tout le temps ce mot. Personne. Il va me dire, mais pourquoi vous n'avez pas un chien? Donc, entre dédoubler, utiliser des termes génériques, comment on s'en sort de la l'oral? Bon, déjà, c'est vrai qu'à l'oral, on a cette vitesse, en fait, cette vitesse de réflexion, puis du coup, si vous voulez avoir des reformulations où on a le temps à l'écrit, il faut une certaine habitude. Il faut vraiment une certaine habitude. Mais il me semble que vous êtes déjà bien avancé, parce que même en ayant dit ça, et puis vous dire après, genre, ah, mais c'est marrant, j'ai dit ça, déjà ça, c'est déjà bien avancé dans vos habitudes. Après, idéalement, on trouve des formulations. Alors, vous parlez de chunk. Alors, chunk, ce serait intéressant à part ça, de voir ça, mais il n'y a pas de données là-dessus, à quelle vitesse et comment on peut s'habituer à certaines formes qui sont non genrées pour dire ça. Parce qu'il n'y a personne, je suis sûr que même ensemble, si on fait l'exercice, on reprend ce texte, puis on fait l'exercice, on arrive à quelques versions possibles qui auraient été possibles à l'oral. Mais comme à l'oral, vous êtes là, puis vous êtes tout de suite dans le truc, c'est plus compliqué. Mais du coup, je pense que c'est une question d'habitude. C'est qu'à force de parler, vous commencez à avoir peut-être ces chunks, ou bien, comme en musique, des gammes. En fait, on constitue après ces gammes pour parler de ces aspects-là. Après, les doublets, si vous écoutez Yann Viano, elle vous dirait, ça va très bien. Enfin, ça va très bien, ces doublets. La reprise pronominale, des fois, on peut même l'enlever. À l'oral, c'est pas un souci, mais elle vous dirait, ces doublets, ça va. Après, c'est vrai, quand vous listez des corps de métier ou comme ça, mais c'est aussi compliqué à l'écrit aussi. Donc, je sais pas, je ne peux pas vous donner maintenant une solution par rapport à ça, mais je pense que si vous continuez de travailler l'écrit par rapport à ces reformulations, l'oral va venir avec, à mon avis. Mais c'est empiré, ça c'est à tester. Je ne sais pas justement. Et la recherche, il y a très très peu sur l'oral. Pour des raisons simplement de contraintes, de matériel, parce que c'est dur à tester l'oral. On a une étude, puis c'est un peu artificiel quand même. Mais voilà, il y a peu d'études là-dessus parce que c'est difficile à contrôler en fait l'oral. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Et puis, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est continuer simplement, mais surtout aussi ne soyez pas. C'est pas parce qu'il y a des masculins qui se mettent dans vos phrases, ça fait rien, c'est pas grave. Il y a même des cas où les gens vont peut-être même pas le traiter, donc c'est tout à fait possible. Donc il faut pas non plus se flageller quand on utilise un masculin. Je remarque que moi maintenant j'ai
j'ai plus trop de problèmes par rapport à ça. À l'oral non plus, mais si je suis un peu fatigué ou j'ai bu un petit verre comme ça, je remarque que les masculins reviennent tout à coup très rapidement, enfin. Donc, c'est vraiment, je pense, une question d'habitude. Et c'est une question, alors, moi, j'aime bien votre idée de chunk, si je peux la reprendre, parce que peut-être, ça peut être intéressant de faire des ateliers comme ça sur des sortes de manières de parler, puis ensuite d'essayer de les inscrire dans un discours, puis après un peu de les manipuler comme ça, puis ça devient assez automatique après, assez naturel. Je pensais surtout à l'idée que c'est vraiment de quand j'ai dit, on peut dire des étudiants, qui ont la réunion, il y a un peu de si vous dites ça, il me semble que justement, vous le voyez plus, hein? Ouais, ouais. Ça ralentit, on a Ouais. le temps de l'élocution. Ouais. Après, moi je dis toujours, vous avez doublé le temps d'élocution, c'est vrai, mais vous avez également doublé la représentation, hein, ça c'est important aussi. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est presque normal, parce que c'est comme si vous dites les philosophes et les artistes, je reviens toujours à ça, parce qu'on teste ça justement, c'est que si vous dites les philosophes et les artistes, ben, ce n'est pas que les philosophes, il y a aussi des artistes. Puis donc, du coup, ben, vous venez de changer la représentation, et évidemment, ça prend plus, quoi. Donc c'est ça qui est important. Des fois, les gens ont l'impression que, enfin au début, surtout quand on avait ces discussions, qu'on fait un doublet, mais ça n'a pas d'impact en fait. Mais ça a un impact. Donc cet impact va évidemment changer ce qu'on est en train de dire. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que à l'oral, quand on entend, notre attention est peut-être moins portée dans certains contextes, et moins portée sur le masculin, par exemple. Ça, ce serait possible. Nous, on est en train de tester ça, voir on est en train un peu d'enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est que quand le système ne traite pas un mot, ben, il ne va pas lire le masculin comme un genre spécifique, mais il va simplement pas lire le mot, quoi. Vous voyez, c'est comme si vous êtes à la gare, vous êtes une femme, puis vous attendez le train pour aller à Bienne, parce que Bienne est une très très jolie ville. Mais vous attendez, et puis vous entendez les voyages, le train pour Bienne est annulé, les voyageurs qui veulent aller à Bienne vont sur le quai numéro 3 à 17h15. Puis là, ce qui est possible, c'est qu'en fait, voyageurs, vous en fichez. Parce que vous entendez les papillons qui souhaitent se rendre à Bienne vont sur le quai numéro 6, vous allez à Bienne, vous allez aussi sur le quai. Donc voilà, il y a peut-être des instances où c'est moins pertinent en termes d'attention, mais voilà, nous on est en train un peu de regarder ça. Puis là, à l'oral, peut-être il y a plus de ces instances. Il faudrait tester ça. Justement, je vais si c'est quoi les chunks? Pas chunks, c'est vraiment des blocs en fait. C'est des blocs, bah, typiquement pour le langage, ce serait des formulations, des formulations, des expressions que vous pourriez utiliser en fait, qu'on utilise et qui vous permettent ensuite de parler assez facilement de manière inclusive en utilisant ça, en utilisant ces expressions. Si vous remarquez, moi j'utilise beaucoup personne. C'est vrai, j'utilise beaucoup personne dans le discours oral, mais j'essaie d'utiliser comme un joker en me disant qu'il y a toujours. Alors, j'utilise plus des formes passives, les journalistes n'aiment pas les formes passives. Si je vous dis Neuchâtel a voté une loi, on perd quelque chose quand même. On perd par exemple l'agentivité, peut-être. On perd le fait qu'il y a des êtres humains dedans qui votent comme ça. Mais par contre, à l'oral, ça c'est facile. Ça. Ouais. Donc, ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise très vite pour les villes. Puis ça pourrait être une sorte de bloc qu'on utilise et puis qu'on réutilise. Puis à force, on n'y pense même plus. Voilà, c'est ça. Mais justement, dans le prolongement, on entend de plus en plus dans certains milieux des termes comme travailleurs heureux, ah oui, c'est ça. X, enfin, je ne sais pas comment ça se catégorise, ouais. mais ça peut être une solution justement à l'oral ouais. et c'est souvent utilisé. Ouais. En fait, ouais, pour les personnes alors, qui n'ont peut-être pas suivi, alors ça c'est intéressant, c'est que ces formes contractées ont donné naissance à des néologismes. Donc, collaboratrice est devenue collaboratrice, collaboratrice, ou auditorice, et c'est devenu un néologisme. La question qui s'est posée, c'est est-ce que ce néologisme est utilisé pour marquer la non-binarité ou pour marquer la neutralité en termes de binarité. Nous, on travaille là-dessus maintenant pour voir comment les gens le comprennent. Est-ce que les gens comprennent auditorice comme ça peut être une femme, ça peut être un homme, ou ça peut aussi être une personne non-binaire. Et ça, si vous écoutez les couilles sur la table de Victoire Tualion, elle commence toujours en disant chers auditoristes. Mais c'est vrai qu'à l'oral, on commence, mais surtout dans des cercles un petit peu particuliers, en fait, des cercles spécifiques, on commence à beaucoup l'utiliser. Et ça, à l'oral, c'est vrai que ça peut être un outil très, très utile. Alors, dans les guides, à l'heure actuelle, dans les institutions,
il y a des encadrés. Il y a maintenant le guide de l'Université de Lausanne qui vient de sortir, qui est super, et il y a plusieurs points, et il y a maintenant une partie un peu plus importante par rapport à ces termes-là. Mais encore une fois, c'est nouveau des thèmes, c'est pas encore très stable en fait, c'est en mouvance, ça bouge, mais ça peut être intéressant, travail heureuse, enfin ces termes-là. Oui. Merci beaucoup. Dans l'étude avec l'étude de corpus Ouais. et les adjectifs, Ouais. vous avez vu qu'il y a des associations différentes Ouais. avec les différents types d'adjectifs. Ouais. C'était quoi exactement? C'est la valence. C'est que vous prenez toutes les associations à femmes, toutes les associations à hommes, vous faites une mesure de la valence, vous prenez un autre échantillon, puis après vous remettez ça dans votre système pour aller regarder si la valence est plus négative ou positive dans ces associations. Puis l'association femme-adjectif, l'association elle est plus négative. C'est des adjectifs qui sont plus négatifs que pour les langues qui n'ont pas de marque grammaticale de genre. Mais cette étude nous montre simplement cette association, mais elle ne nous dit rien sur le mécanisme en fait. On ne sait pas pourquoi c'est le cas. Il faut lire l'article, je l'ai mis en référence, jamais. C'est comme ma collègue Magda Formanovic, elle a montré dans des analyses de corpus aussi, en analysant hommes et femmes, elle a utilisé aussi deux autres, mais je ne me souviens plus exactement, mais hommes et femmes, puis elle a montré qu'il y avait 1,5 fois plus de chances que homme soit associé à des verbes. Et là, elle l'interprète comme les hommes qui sont associés à de l'agentivité, le fait de faire quelque chose, et les femmes sont plus associées à des formes de passivité. Et voilà, donc il y a ces analyses de corpus qui peuvent être intéressantes pour aller regarder un petit peu ces effets-là, mais c'est des associations dont on ne peut pas expliquer le mécanisme juste en faisant cette analyse. Et là, c'est là que la psychologie, à mon avis, expérimentale, rentre en jeu, pour essayer de trouver la causalité, en fait. C'est juste la valence négative, c'est ça. Pas des adjectifs stéréotypiques. Non, c'est la valence, là, juste la valence. Ouais. Parce que, je ne sais pas si votre question elle se réfère à ça, mais c'est vrai que si on regarde par exemple les métiers, nous on teste beaucoup les métiers, mais quand vous voulez chercher des métiers stéréotypés féminins, il n'y en a pas beaucoup en fait. Puis les métiers stéréotypés masculins, il y en a beaucoup. Puis on voit aussi, c'est un signal, c'est une donnée ça. C'est une donnée de société, en fait. Et c'est aussi possible, et ça, je ne sais pas, il faudrait regarder, peut-être qu'ils en parlent, que la diversité des adjectifs est aussi différente, en fait. Ouais, la variation des adjectifs utilisés est peut-être aussi différente. Mais, voilà, qui correspondra au métier aussi, en fait. Juste peut-être une toute petite remarque pour la question des métiers, et je déjoue les stéréotypes de genre, je fais une remarque, et pas une question. Je me permets par rapport, je prends la parole aux spécialistes de littérature ancienne pour renchérir sur cette histoire de l'oncle un peu misogyne à Noël et vous donner des munitions. Si jamais ne pas hésiter à lui rappeler que le terme autrice existe avant, enfin je veux dire, existe depuis longtemps, et c'est l'Académie française qui est passée par là au XVIIe siècle, mais l'ancienneté est de votre côté, si jamais. Donc n'hésitez pas pour les gens un peu réactionnaires à leur rappeler ça, parce que ça les met face à leurs propres valeurs. Et c'est toujours assez efficace. Comme autrice, mairesse, philosophesse, une médecine, poétesse, peintresse, ce sont des termes qui existent. Hein. Et puis l'Académie française décide dans ses premières versions de dictionnaire de les enlever. Et ce n'est pas une théorie du complot. Hein. Pas, moi, j'aime bien dire ça. C'est pas les comme ça, ils sont à l'Académie, comme ça. Non, ils sont comme ça. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais de fait, ce n'est pas ça. Hein. C'est vraiment très, très bien documenté. Et puis, bien sûr, Boulangère n'a jamais quitté le dictionnaire de l'Académie française. Hein. Donc, on voit bien les termes qui disparaissent parmi ceux qui sont autrice. Autrice, il n'a pas disparu quand l'Académie a décidé de le faire disparaître parce qu'il n'y a personne qui lit le dictionnaire. Déjà, à l'époque, c'était compliqué. Mais ce qui est important, c'est que autrice disparaît vraiment quand l'école devient obligatoire. Parce que dans l'usage, les gens continuent de l'utiliser. Mais après, quand l'école devient obligatoire, là, il disparaît. Ouais. Il disparaît de l'usage. Oui. Avez-vous mesuré l'effort en de temps, peut-être dans l'énergie biologique, c'est les deux, d'appliquer ce langage? Oui, alors il y a des études qui se font sur la production spontanée en fait. Donc, et ça, c'est intéressant hein, de voir aussi quelle est la production spontanée. Par exemple, maintenant en Allemagne, il y a une étude récente sur le fait que les gens utilisent les doublets sans même le remarquer, et quand on leur demande, les gens ne l'identifient même plus comme étant de l'écriture inclusive.
Donc, c'est vraiment genre, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. Après, les études qui étaient dans les années 2012, il y a une étude où, quand c'était Sarah Keuser qui avait présenté un texte en écriture inclusive ou bien en masculin, puis après elle a demandé à des gens d'écrire un autre texte, etc. Puis, du coup, elle a analysé si les gens spontanément le faisaient ou pas. En fait, ce qu'elle a remarqué, c'est un des rares effets de genre, c'est que les femmes les participantes avaient tendance à l'utiliser spontanément sans vraiment remarquer, et puis les hommes, dans son échantillon, avaient besoin qu'on leur rappelle, en fait, qu'on leur dise mais est-ce que vous avez remarqué, là, il y avait des doublets. Ah, ouais, d'accord. Puis ensuite, on leur demande d'écrire. Et là, les gens. Donc c'est aussi des questions d'habitude, en fait. C'est des questions d'habitude par rapport à route paresse aussi, des fois. Mais il y a des outils aussi, par exemple. Et je parle de nouveau aussi à l'oral, par exemple. La manière de ne pas dédoubler les adjectifs ou les participes passés, la manière facile, c'est d'utiliser l'accord de proximité. Vous voyez, et on l'utilise souvent, l'accord de proximité. On l'utilise pour le pluriel, par exemple, un ou plusieurs élèves. Et on ne dit pas un élève ou plusieurs élèves. On dit un ou plusieurs élèves. On dit un ou une joueuse. Et moi, je vais vous montrer un exemple. L'accord de proximité, et aussi qui existait jusqu'au XVIIe, c'est on accorde au plus proche. Si vous dites cet homme et ces femmes se sont promenés, E aigu ES, parce que femme est plus proche. Cet accord, il est incroyablement pratique si on ne veut pas dédoubler l'adjectif. Maintenant, je vais vous montrer que vous l'utilisez. On va faire un petit exercice. Vous l'utilisez tout le temps. C'est un exercice de français. J'aime bien parce qu'il y avait déjà l'exercice de psycho, maintenant il y a l'exercice de français. Table et chaise. Et devant, vous devez mettre certaines ou certains. Vous mettez certaines ou certains. Table et chaise. Certaines. C'est bon. C'était une test, ça, vraiment. Non, c'est bon. Certaines, table et chaise. Faites la même chose maintenant avec région et département. Essayez au masculin. Certaines régions et départements, c'est pas possible, personne ne dit ça. Vous dites certaines régions et départements. Et vous le faites très naturellement. Vous utilisez un accord de proximité. Cet accord de proximité, il revient, il n'a jamais vraiment disparu. Maurice Grévis, dans le bon usage, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, c'est 1500 pages, moi je l'ai lu, et c'est vraiment intéressant. L'accord de proximité est mentionné, d'accord, comme un accord un peu vieillot, mais il est mentionné en fait. Donc c'est assez intéressant. Les gens nous disent, ouais, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Alors c'est quoi juste ou pas juste? Présentiel, avant 2020, c'était pas juste. Et maintenant, présentiel, c'est juste. Donc vous voyez, c'est une question d'usage en fait, simplement. C'est qu'à un moment donné, des mots vont rentrer dans le dictionnaire, des usages vont rentrer dans le dictionnaire. Et l'accord de proximité, moi je l'aime bien, à l'oral aussi justement, parce qu'il me permet de ne pas dédoubler l'adjectif, le participe passé. Donc c'est certaines étudiantes et étudiants intéressants. Alors là, j'exagère ici cet accord, mais certaines accordées à étudiantes, etc. Ma collègue Anne Abeille, si ça vous intéresse, elle a travaillé là-dessus, et elle montre dans un des papiers, si je me souviens bien, que si vous dites des intelligentes étudiantes et étudiants, des étudiantes et étudiants intelligents, des intelligents étudiantes et étudiants, enfin voilà, vous faites toutes les combinaisons possibles, les gens comprennent toujours la même chose. Donc ça va, cet accord de proximité, il n'est pas difficile. Il n'y a pas énormément de recherche là-dessus, mais on peut déjà se dire intuitivement que ce n'est pas très très compliqué. Alors l'accord de proximité est pour l'instant surtout utilisé, on le voit dans les corpus, pour les êtres inanimés, pour les objets par exemple, pour certaines régions et départements, et bah, c'est un accord assez pratique aussi pour l'économie du langage. C'est assez pratique. OK? Une autre question? Oui, pour la personne homosexiste, oui. est-ce que ça a été fait de comparer avec une idée de, par exemple, c'est pas un peu final mais si on dit les mécaniciens, en Suisse, je vais penser à des hommes blancs. C'est vrai que là. Non, c'est dommage à part ça, parce que ce côté intersectionnel, il manque dans cette littérature, vraiment. Mais souvent, hein, ça manque aussi dans ce qui est égalité, des fois, égalité genre. Et là, la sociologie a beaucoup à nous apprendre, parce que justement, nous, en psychologie, on part d'a priori qui sont liés à ça, en fait. Et ce serait intéressant de croiser, en fait, vraiment. Et même en croisant, mais juste en voyant à quel point est-ce que, si on comparait la couleur de cheveux des gens, à quel point, certes, je parle d'un composant qui est inclusive de la couleur de peau, et qui est mentionné du tout, et pourtant, j'ai quand même
complexe, au début, ça me va. Ouais, mais il faudrait quand même, il faudrait trouver les marqueurs linguistiques aussi qui marquent. Quand je parle de personnes qui sont étrangères, par exemple, il y a des marqueurs quand même. Puis du coup, il faudrait voir quels sont les marqueurs qui sont les plus utilisés. Alors, ouais, vraiment, il y a des choses qui ont changé aussi, des aspects, on dit plus certaines choses. Et puis du coup, ce serait intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ces marqueurs-là, et puis de voir si on peut faire le lien. Moi, je ne sais pas si c'est lié, mais d'expérience que je remarque par rapport au sexisme, c'est que quand Caroline Dyer, elle a écrit un livre qui s'appelait Sous les pavés, le sexisme. Et elle fait ça. Elle compare le sexisme au racisme pour dire, dans le racisme, il y a eu des choses qui se sont mises en place, qui auraient aussi pu être mises en place pour le sexisme. Par contre, elles n'ont pas été mises en place pour le sexisme. Et on voit encore, c'est pas encore condamnable, des propos sexistes, c'est condamnable seulement si vous avez... Bon, ouais, enfin, il y a des trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, cette comparaison. Et moi, je connais pas bien, en fait, la littérature là-dessus. Mais je pense que ce serait une voie vraiment intéressante, de voir les différences aussi, pour les mêmes personnes, et puis de sensibiliser, qu'est-ce qui se passe quand la personne, elle remarque, qu'est-ce qu'elle fait après, qu'est-ce qu'elle change dans sa manière de s'exprimer. C'est vraiment super intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a des études, peut-être pour l'instant, la spécialisation du point X, du point E? Ouais. 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 Alors ça commence maintenant. Et là aussi, il y avait juste un point pour moi qui était un peu plus compliqué parce que ce X, au départ, on le voit entre le masculin et le féminin, qui est assez intéressant. Puis maintenant, on le voit à la fin, en fait. Peut-être pour des raisons d'oralité, en fait. Étudiant texte, c'est prononçable, en fait, par rapport à ces néologismes. Et puis là, il y a maintenant, il y a de plus en plus. Nous, on vient de terminer une étude là-dessus, et l'étudiant en question qui faisait son travail de master, il appelait ça les triplets. C'est intéressant, quoi. Donc, il y a les doublets, puis maintenant, il y a les triplets. Et puis, on s'intéresse à ça. Alors, nous, on s'intéresse en termes de lecture, mais de représentation. Et ça, c'est une grande difficulté. Le projet européen, on essaie de voir qu'est-ce qu'on doit tester pour voir ce que la personne a en tête, en fait. Et en parallèle, on a développé un questionnaire qui est en libre accès, si vous voulez le faire passer à votre famille, sur l'ouverture à la non-binarité de genre. Et là aussi, parce que ça, c'est important aussi, parce que parfois, il y a des personnes qui ne vont pas aimer ce genre d'écriture, parce que c'est des personnes qui ne sont pas très ouvertes non plus à la non-binarité. Donc, en fait, tout est lié comme ça. Mais voilà, ça commence maintenant. Vraiment, ça commence. En allemand, il y a quand même des études sur le gender Stern qui lui avait été proposé par rapport à la non-binarité. Pour dire, chaque pic de l'étoile est une catégorie de genre peut-être différente. Et là, il y a des études là-dessus maintenant. Ça y est, en Allemagne, il y a eu une explosion les 5-10 dernières années. Et souvent, je le dis, ça, si vous ne travaillez pas sur ce domaine, puis vous vous lancez maintenant dans ce domaine, bonne chance, quoi. Il y a tellement de lectures. Mais c'est génial ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font. Enfin, faites-le, hein, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas vous dire, mais il y a beaucoup de... Ouais, moi, j'ai de la peine à suivre, parce que... Puis là, sur ces questions-là, il y a de plus en plus aussi. Vraiment super. Et juste pour dire, il y a une question qui est aussi assez intéressante, c'est que chez les enfants, on a fait la même chose. Nous, comme beaucoup de gens en psychologie du langage, on a beaucoup testé des personnes, par exemple, par rapport à la non-binarité, par rapport aussi aux enfants, par rapport à l'écriture inclusive. Et puis récemment, ces 2-3 dernières années, on a fait ce qu'on aurait dû faire dès le début. C'est de dire, mais pourquoi on ne va pas simplement demander aux personnes concernées qu'est-ce que ces personnes préfèrent utiliser, en fait? Pourquoi, etc. Et là, on commence maintenant à faire des méthodes mixtes, c'est-à-dire d'utiliser ces données qualitatives en réseau, et puis ensuite d'aller tester ça après au laboratoire, et d'arrêter de faire ce qu'on faisait d'habitude. Nous, on prend des trucs, on teste, puis après on donne, puis voilà. Puis là, maintenant, ça devient intéressant, ça aussi. Parce que par exemple, en Suisse allemande, il y a une pratique qui est vraiment intéressante, c'est de répéter le prénom, de ne pas utiliser de pronom. Donc et ça, au début, j'avais un peu de la peine à m'habituer, mais c'est de dire Pascal fait ça, Pascal fait ça, Pascal fait ça, de ne pas dire il ou elle, de continuer. Ça, c'est une pratique, par exemple, nous, on n'avait pas connaissance de cette pratique-là, mais en Suisse allemande, elle est beaucoup utilisée. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on souffre